Et bonjour à tous et bienvenue à 20 minutes au carré, l'émission de 20 minutes consacrée au Web3 qui a souvent des problèmes de son, mais là ça y est, on l'a eu, donc vous pouvez rester avec nous, on n'aura plus de problèmes de son promis pendant 1 heure. Créneau exceptionnel, je vous disais, pour un invité exceptionnel, Éric Larchevêque. Salut. Merci beaucoup Éric d'être avec nous, c'est Merci super de me sympa. recevoir. Donc Éric, je pense que vous êtes nombreux à le connaître, mais on a des nouveaux sur le chat, donc je ne sais pas quelle est votre connaissance à la fois de l'écosystème crypto, puisque tu as cofondé la maison du Bitcoin, qui est devenue CoinHouse. Oui, tout à fait. Et Ledger, leader mondial des solutions de sécurité pour cryptoactifs. Donc normalement, vous connaissez. Et par ailleurs, tu es aussi investisseur dans de nombreux projets. Oui. Tu as eu une vie d'entrepreneur, 26 ans d'initiative entrepreneuriale. On en parlera un tout petit peu, on n'aura pas le temps de parler de tout. Et puis, tu es aussi animateur dans l'émission Qui veut être mon associé, une émission dans laquelle tu as investi. Oui, investi. Il y a des porteurs de projets qui viennent pitcher leurs projets. On est 5 investisseurs, jury, et puis on décide si oui ou non on a envie d'accompagner les projets. Et donc, c'est diffusé en prime time sur M6 en début d'année. Voilà, il y a eu la saison 3 et bientôt, il y aura la saison 4. Mais en attendant, il y a 20 minutes au carré et on est ravis de t'y accueillir. Quand je dis on, c'est Hélène, que vous connaissez, qui assure la réalisation ce soir. C'est Romain. Est-ce qu'on t'entend, Romain ? Oui, je crois maintenant, grâce à la magie du live et d'Hélène. Bonsoir à tous. Je suis Donc, ravi. Romain, qui est le co-animateur de cette émission et qui ce soir est dans l'ombre, mais va pouvoir répondre en temps réel à vos questions, les trier, les relayer pour que je ne rate rien. Et puis c'est vous aussi, la communauté, qui êtes là ce soir. Donc je reconnais beaucoup de noms que j'ai la chance de côtoyer tout au long de l'année, mais il y a aussi des nouveaux. Donc si c'est la première fois que vous venez ici, pensez à vous abonner. On est tous les mardis soirs présents, les soirs à 18h30 en règle générale, pour parler de Web3 avec des doers, des gens qui font des choses dans cet univers-là. Tu en es un. Tu disais tout à l'heure que tu vois des gens qui pitchent. J'imagine qu'on te pitch en permanence. On t'arrête dans la rue pour te proposer des choses, non ? C'est vrai, on m'arrête dans la rue, on me dit est-ce que vous n'avez pas 10 minutes que je puisse vous parler de mon projet ? J'ai des questions, j'ai besoin de conseils. Et malheureusement, ce n'est pas possible parce que 10 fois 100 personnes, ça fait 1000 minutes. Et je ne peux pas répondre à tout le monde. Je reçois aussi beaucoup de messages sur les différents réseaux sociaux de gens qui ont besoin d'aide. Alors, j'ai trouvé une solution pour ne pas juste dire écoutez, je ne peux pas. C'est si vous avez un pitch, si vous avez une question que vous voulez me le faire parvenir et que je vous dise ce que j'en pense et que j'y réagisse, alors vous faites une vidéo de votre pitch et vous me l'envoyez par mon site contact.ericlarchevêque.com et je vais y réagir en vidéo. Ce sera en public, donc tout le monde pourra le voir. C'est un peu le prix à payer parce que je pense que le fait d'avoir des explications, d'entendre des choses, des critiques, de voir un pitch se faire disséquer, on peut en prendre soi-même en fait pas mal d'informations. Et donc, je le fais, mais c'est en public. Donc voilà, vous m'envoyez vos vidéos et j'y réagirai et je le publierai. Bon, Hélène, est-ce qu'on peut faire du coup une vidéo tu peux me ramener à l'écran, je vais faire une vidéo pour Éric. Moi, j'ai envie de pitcher un projet que tu connais peut-être pas, mais j'ai une proposition à te faire, comme dans Qui veut être mon associé. C'est parti. Je réclame 0.1 ETH, ou je demande 0.1 ETH. Bon, ça va, quoi que ça augmente là, ça augmente ça augmente. en ce moment, pourvu que ça monte encore pour ceux qui en ont, pour 1 millième, pas terrible, 1 millième des droits de vote de notre communauté. Notre communauté, c'est 20 Mint. Ouais. Est-ce que tu en as déjà entendu parler de 20 Mint ? Non, pas du tout. C'est un magazine qui a été financé, dont le premier numéro a été financé par la vente de 999 NFT. J'ai arrondi 1 millième des droits de vote. Droits de vote sur quoi ? Chaque détenteur du NFT peut choisir les sujets qui seront à l'intérieur de ce magazine, les interviews, poser des questions, etc. Ça, c'était le contrat de départ du numéro 1 qui a été financé grâce à ça. Ça a bien marché. Il y en a un deuxième qui est sorti où les contributeurs détenteurs de NFT qu'on appelle, nous, les mécas, peuvent faire bien davantage de choses que de voter. Ils ont contribué, ils ont fait des dessins, ils ont écrit un certain nombre d'articles, défini un certain nombre de termes un peu complexes du Web3. Et l'aventure continue puisqu'on a rendez-vous les uns et les autres tout à l'heure avec Romain à partir de la fin de cette émission sur Discord pour une AMA sur laquelle on parlera du numéro 3 du magazine. Je te parle de ça parce que en fait, ce projet, il aurait sans doute pas pu voir le jour sans toi au final. Parce qu'en fait, il y a un seul partenaire dans ce... Je déduis que tu n'as pas acheté le NFT. Non, j'avoue. Mais tu as fait en un sens bien mieux, puisqu'en fait, il y a une seule pub dans ce journal et c'est Ledger. Voilà. D'accord. Et on avait même caché des petits Ledger dans les NFT. Et si tu tombais sur un anneau, tu avais le vrai nano qui t'était envoyé. D'accord. Je pense qu'il faut surtout remercier les équipes de Ledger qui
ont eu l'intelligence et la pertinence de financer le projet, puisque c'est un beau projet décentralisé. Donc, écoute, je ne savais pas, tu vois, que c'était Ledger qui avait financé ça, donc j'en suis ravi. Parce qu'on t'a présenté tout à l'heure comme co-fondateur de Ledger, on y Ouais. reviendra. Aujourd'hui, tu as quel rôle dans l'entreprise? Alors, j'ai été le CEO, le dirigeant de l'entreprise de 2014 à 2019, mais en 2019, j'ai quitté mon poste. Aujourd'hui, c'est Pascal Gauthier, hein, le CEO. Et depuis cette période, je suis donc actionnaire, membre du board, mais mon rapport avec Ledger n'est plus du tout dans l'opérationnel. Et donc, il y a énormément de choses que je ne vois pas passer, des décisions du marketing. Donc, je suis l'entreprise par le conseil d'administration, les boards, mais ça s'arrête là. Donc, j'ai plus en fait le pouls de l'entreprise comme je pouvais avoir avant. Donc, je la suis plus comme un fondateur actionnaire. D'accord, tu as un regard un petit peu plus distant. Ouais, tout à fait. Bon, donc pas de questions dans la communauté trop précises sur l'actualité Sur Ledger, immédiate. exactement, parce que bon, je sais quand même pas mal de choses, mais c'est vrai que je ne suis pas à la pointe et surtout, je n'ai pas la capacité de répondre pour Ledger ou d'engager Ledger sur un certain nombre de choses, puisque au début, c'était un peu mon bébé, mais ce bébé a grandi, est devenu très grand, et puis maintenant, m'a un petit peu échappé, et tant mieux. Et c'est la destinée d'entreprise d'échapper à son créateur. On parle d'une boîte qui valorise à plus d'1 milliard, c'est Oui, ça aujourd'hui? ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est pas mal d'être actionnaire, d'être resté actionnaire de Ah cette non, mais bien boîte-là. sûr. Et donc, je suis très fier de Ledger, et aujourd'hui, elle se développe de façon, de la plus belle façon qui soit, puisqu'on continue de prendre des parts de marché. Et surtout, Ledger, aujourd'hui, sécurise 25% du montant de toutes les cryptos qui existent dans l'écosystème. Donc, un quart des cryptos dans le monde sont sécurisés par une technologie de Ledger. Bravo, joli. Bon, donc on ne posera pas trop de questions sur Ledger, on t'en posera quand même un Oui, petit peu. bien sûr. Et puis on va jouer surtout, parce que si tu n'es pas Ah. familier avec l'émission, c'est un peu le concept de 20 minutes au carré. On parle de choses parfois un peu ardues, un peu sérieuses et tout ça. Donc on essaye d'agrémenter ça de jeux. Et les jeux chez nous se traduisent par des gains. Pour ceux qui sont tirés au sort in fine, le gain, c'est un petit NFT qui n'a aucune valeur, mais qui a un bon petit souvenir. Valeur de ce moment sentimentale, qu'on passe hein, ensemble. si. Exactement, voilà. Et en l'occurrence, ce sera un NFT à ton effigie. Gentiment, tu t'es prêté au jeu tout à Et l'heure. comment ça n'a pas de valeur là Ouais, ça a énormément de valeur et je suis sûr que vous allez vous battre pour l'obtenir. Je n'en doute Tu en pas une auras seule un. seconde. Tu en auras un. Comme Les ça. 4 autres, ils seront à gagner en répondant à un quiz un petit peu atypique. On essaye, vous le savez, des nouveaux jeux depuis quelques temps. Ce jeu, il nous est venu en tête en voyant cette photo. Hélène, est-ce que tu peux envoyer la photo? On a un petit décalage, donc tu ne vas pas la voir tout de suite. Mais je pense que ça va te parler. Voilà. Est-ce que tu te reconnais? Oui, c'est moi en train de jouer au poker parce que j'ai été joueur de poker. J'ai eu une carrière de joueur de poker pendant 2 ans, de 2008 à 2010. D'accord. J'ai fait les championnats d'Europe, championnats du monde. Oui, ça s'est pas trop mal passé, mais sans que je sois non plus vraiment un champion, mais j'en garde un bon souvenir. Ok, on s'est dit qu'un joueur de poker comme toi, ça devait bien savoir bluffer. Et oui, tout à fait. Et ça m'a beaucoup aidé en tout cas dans la négociation, dans la gestion de mon stress et pour l'entrepreneuriat en général. Ça a été une très belle époque, une très belle école, pardon. Eh ben, tu vas du coup pouvoir nous éclater à ce petit jeu. Hélène, est-ce que tu peux envoyer la slide d'après? Vous allez voir 5 affirmations. Alors nous, on n'arrive pas du tout à les lire, mais t'inquiète pas, je vais te les lire Ok, les alors unes vas-y. après les autres. 5 affirmations qui concernent 5 étapes de ta vie. Oui. Il y en a 2 dedans qui sont fausses. Il y en a une qui est un petit peu tirée par les cheveux et que j'ai un petit peu remaniée. Mais D'accord. bon, voilà. Bon, ce qu'on vous demande, c'est de trouver les 2 réponses fausses. Alors, prenez le temps, vous n'avez pas besoin de nous donner les réponses maintenant. On donnera un top à la fin de l'émission, puisque de toute façon, tu vas pouvoir nous convaincre qu'elles sont toutes vraies Ouais, pendant cette émission. Et je vais commencer par la première, je te les donnerai au fur et à mesure. Ta première boîte, tu l'as financée en écrivant notamment des articles sur les essuie-glaces. Voilà. C'est vrai, oui, complètement. Alors, j'étais pigiste dans un magazine d'électronique qui s'appelait Électronique Pratique, et j'écrivais des articles où on proposait des montages, et notamment autour des essuie-glaces de la voiture, mais pas que. Mais j'ai fait effectivement un montage qui permet de réguler on va dire le rythme des essuie-glaces. Et on publiait quelques articles tous les mois, et ça a fait un premier capital qui m'a ensuite permis d'investir dans ma propre entreprise. À l'époque, il fallait 50 000 francs de capital, 7 000 euros. Et 7 000 euros, il y a 20 ans, ça vous valait bien plus
7 000 euros maintenant. Donc, ce n'était pas du tout évident. Mais grâce à ça, j'ai pu effectivement réunir le capital de ma première entreprise. C'était au moment où tu étais encore étudiant J'étais étudiant, élève j'écrivais ingénieur les articles en tant qu'élève ingénieur. J'avais mon petit labo d'électronique dans ma chambre d'étudiant. Je faisais ça avec un ami, Laurent, avec qui je me suis associé dans ma première boîte. Et c'était une belle manière de commencer à bosser, à prendre un petit peu de l'autonomie et surtout avoir un premier pécule. Et c'est comme ça que c'était mon premier argent que j'ai pu ensuite investir dans ma boîte. Laurent Lélu, c'est ça, avec qui Laurent Lelu, oui. Lelu, avec qui tu as écrit un livre. Et j'ai écrit un livre et aussi les droits d'auteur de ce livre qui n'a pas trop mal marché. Alors, c'est un livre technique, hein, c'est pas la peine de se ruer en librairie. C'est un livre technique. On a des livres Voilà, assez ça atypiques. s'appelle Montage ici. avancé pour PC, tout un programme. Mais là aussi, les droits d'auteur nous ont aidé à financer notre première boîte. Parce que tu n'es pas de formation ingénieur informaticien. Tu Non, es je suis ingénieur en microélectronique, en conception des architectures pour le traitement de l'information. Donc moi, c'est plutôt la salle blanche, le design en fait de circuits intégrés et pas vraiment du logiciel, même si j'en ai fait. Mais j'étais plutôt dans la partie hardware de l'électronique. D'accord. Parce qu'effectivement, dès cette période, tu savais que tu ne voulais pas spécialement bosser dans des gros labos, pour des grosses entreprises. Non, assez rapidement, j'ai compris que ce que j'aimais faire, j'aimais beaucoup ma liberté, j'aimais travailler dans les domaines que je pouvais choisir mes projets. Et puis, j'ai achevé d'être convaincu par le fait que les grands groupes n'étaient pas pour moi. Quand j'ai fait mon stage de fin d'études dans un grand groupe, Philips Semiconductor, là-bas, c'était l'enfer. Enfin, pour moi, en tout cas, je ne me voyais pas du tout aller dans ce genre d'environnement où je pense que je me serais pendu. Et donc, ça m'a complètement... ça a confirmé le fait qu'il fallait que je trace ma voie et que j'aille plutôt créer ma boîte. D'accord. Alors, on va devoir faire un gros flash-forward parce que entre ce que je vais te dire là et cette époque-là, tu as eu le temps de monter pas mal de boîtes. Tu as même monté un hôtel. Oui, en Lettonie, oui. Voilà, qui existe toujours. Ouais, le Dodo Hotel. Dodo Hotel, bien joli nom pour un hôtel. Et puis arrive le début des années 2010 et tu fondes la Maison du Bitcoin, ou tu cofondes la En Maison 2013, du Bitcoin oui. en 2013. Et ça nous amène à la deuxième proposition de ce quiz. La deuxième proposition, c'est que tu n'avais aucun business plan pour la Maison du Bitcoin quand tu l'as lancée. C'est vrai. On n'avait aucune idée de comment on allait gagner de l'argent, pas de business plan, pas de visibilité sur les revenus. On avait donc de l'argent, parce que j'avais vendu ma précédente start-up juste avant. Par contre, j'étais persuadé qu'il fallait se lancer dans le Bitcoin, hein, pas la crypto à l'époque, on disait vraiment le Bitcoin. Et comme je ne savais pas quoi faire, avec Thomas France, mon associé de l'époque, on s'est dit, on va ouvrir un lieu physique et on verra bien. Et donc, le business plan, c'était on verra bien. Alors oui, effectivement, il n'y avait pas de business plan et on avait 1 an de cash devant nous et on espérait qu'il allait se passer quelque chose. Voilà. Et c'était un moment où, moi je m'intéressais pas du tout aux crypto à cette époque-là, mais c'était un moment où le Bitcoin n'avait pas spécialement le vent. Alors c'était terrible parce que c'était juste après l'explosion de Mt. Gox, c'était le FTX de l'époque. Ouais. Marc Karpelles, oui, un Français au Japon qui avait une place de marché qui a tout pété. Et le Bitcoin qui était à $1000 est redescendu dans les limbes. Et là, la fête était finie. Tout le monde disait le Bitcoin, c'est mort, c'est terminé, ça ne va pas survivre à ça. Il y avait toutes les problématiques en Chine où la Chine interdisait le Bitcoin un jour, machin. Enfin, et donc, on s'est lancé dans des conditions extrêmement adverses où tout le monde se nous disait mais attendez, vous êtes complètement fou de ce truc-là, ça ne marchera pas, c'est fini, regardez. Bitcoin, c'est mort, quoi. Ça a explosé. Le Bitcoin est mort au Japon. Et pourtant, on n'était absolument pas freiné par cette ambiance. Et même si on pointait du doigt la technologie, le Bitcoin, en disant, bon, de toute façon, soit c'est mort ou sinon ça sert. C'était aussi l'époque des places de marché sur le dark web pour acheter de la drogue, vendre de la drogue. Donc, c'était vraiment on voyait ça que autour du blanchiment d'argent, de la criminalité, à l'époque de Silk Road. Et donc, c'était effectivement assez adverse. Pour autant, on était là, on avait ouvert, et les gens venaient, ils ne comprenaient pas pourquoi ils rentraient, parce qu'ils ne comprenaient pas ce que c'était. Et là, je les chopais, genre, alors, le Bitcoin, asseyez-vous, je vais vous expliquer. Et puis, ils ressortaient 2 heures après, avec la tête qui tourne. et voilà, quoi. Tu as dû pitcher Bitcoin à des centaines de personnes. Ouais, des centaines de personnes. J'ai expliqué le Bitcoin, le mining, comment ça marche. Et moi, ce que je voulais, c'est vraiment qu'ils comprennent. J'ai essayé de faire allumer des petites lampes dans leur tête et ça marchait. Et il y en a pas mal qui ont découvert le Bitcoin et qui sont intéressés au Bitcoin grâce à la Maison du Bitcoin où ils arrivaient un peu par hasard et ils ressortaient avec
effectivement la tête un peu à l'envers et bouleversé en se disant mais en fait l'argent n'existe pas. C'est très intéressant quand on s'intéresse au Bitcoin. En fait, on s'intéresse à l'économie, à l'argent, à la monnaie, à la notion de monnaie. Et donc c'est ça qui est génial. Tu utilisais des images, des choses qui marchaient mieux que d'autres. Oui, bien sûr, on n'essayait pas de rentrer. On ne parlait pas tant de technologie, même s'il fallait expliquer le consensus décentralisé, le mining, mais plutôt d'ouvrir les yeux sur qu'est-ce que l'argent. Expliquer que finalement l'argent n'existe pas, en tout cas que l'argent dette qu'on a aujourd'hui n'a pas de sens, et que le véritable argent, c'est l'argent valeur, et que le Bitcoin est une version moderne de cet argent valeur, comme l'or a pu l'être pendant des siècles et des siècles. Donc c'était plutôt sur cette approche plus monétaire, économique, que vraiment technologique, même s'il était nécessaire d'expliquer comment ça pouvait fonctionner. Mais ce n'était pas tant la technologie qu'on expliquait que c'était pas tant la révolution technologique qu'on expliquait que la révolution économique et monétaire. Et on pouvait acheter quand même Alors, on avait un comptoir physique où on pouvait acheter en cash 10 euros, 20 euros de Bitcoin. Et j'essayais de dire aux gens, achetez, pas pour qu'ils investissent, parce que bon, 10 euros, voilà, ça n'allait pas changer la face du monde et pour eux, ce n'était pas vraiment un investissement. Mais c'était important pour moi qu'ils installent un wallet, qu'ils testent, qu'ils regardent, qu'ils voient un petit peu aussi la magie d'envoyer des fonds comme ça à quelqu'un de manière instantanée, sans rien demander à personne. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait ce comptoir qui avait un volume absolument ridicule, mais qui permettait aux gens de repartir avec des poussières de Bitcoin. Et enfin, pas que des poussières, hein, parce qu'à l'époque où c'était à 200 euros le Bitcoin, des fois, ils disaient, bon, allez, banco, j'achète un Bitcoin, 200 euros. Voilà. Et après, oui, bon, je pense qu'ils n'ont pas perdu leur temps. Complètement. C'est devenu CoinHouse derrière. Et c'est devenu CoinHouse, exactement, qui est maintenant un des brokers français, le plus gros broker français. Tu vois, qui est le premier partenaire. Alors, ils n'ont pas pris de pub chez nous, mais ils nous ont comment dire, amplifiés. Ils nous ont hébergés dans leur newsletter quand on n'était encore qu'un projet. Donc, deuxième raison voilà. Pour laquelle on est ravis de t'accueillir ici. Romain, est-ce que cette communauté qu'on a rassemblée depuis, grâce à ce premier drop, est active sur le chat ? Oula oui, ça bouge pas mal. Ouais, il y a pas mal de questions, beaucoup qui portent sur une entreprise que je n'évoquerai pas, que je ne citerai pas pour l'instant. On va garder ça peut-être pour un peu plus tard. On a une question sur le Bitcoin. Je la pose maintenant, parce qu'on a quand même ouvert le sujet. C'est Galactech qui dit « Le Bitcoin est perçu comme un risque de déstabilisation du système monétaire actuel, mais combien de temps un système monétaire est-il utilisé ? Quelle est votre position là-dessus ?» Un système monétaire, en général, au bout de 5 ans, il crève. 50 ans, il crève. Donc, en fait, il y a des cycles. C'est-à-dire qu'on voit toutes les monnaies. Il n'y a aucune monnaie qui a traversé l'histoire. Il y a l'or, mais ce n'est pas une monnaie, hein, c'est une réserve de valeur, c'est un métal précieux. Mais si on regarde même le dollar, en fait, le dollar a évolué. Le dollar n'est pas le même aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Avant, le dollar était adossé à de l'or, et après, l'étalon or a été supprimé. Si on regarde le franc, il y avait l'ancien franc, le nouveau franc, il y a l'euro. À chaque fois, il y a de l'inflation, il y a une création monétaire qui fait qu'à la fin, une monnaie, finalement, elle meurt et elle doit être remplacée. Donc, ce système monétaire est très dynamique et c'est pour ça que le Bitcoin joue un rôle un petit peu nouveau. C'est que lui est voué à traverser les siècles. Et c'est ça, en fait, où il y a ce changement. Autre question, Romain ? On a une question un peu taquine d'Elven qui demande ce que vous pensez d'Aurore Lalu, l'économiste et femme politique. On ne va pas faire de la dominer. Il est taquin. Ou si on doit en faire, que ce ne soit pas que... Non, mais en fait, il n'y a pas que Aurore Lalu. Je pense qu'il y a beaucoup de députés, de membres du gouvernement, d'élus qui s'intéressent au Bitcoin. Et déjà, c'est bien. La seule chose que je regrette, ce que j'ai à dire, en fait, c'est que ces personnes-là n'ont pas pris le temps de comprendre. Parce que autant on est complètement accepté des critiques sur le Bitcoin, enfin, il y a plein de choses qu'on peut dire. Moi, je ne suis pas un apologiste en disant que tout est parfait, donc il y a plein de débats intéressants. Mais malheureusement, on voit qu'il est traité de façon assez limitée et qu'on est sur des positions idéologiques, déconnectées de la réalité du terrain. Et pour moi, il ne fait pas de doute que ces personnes-là n'ont pas pris le temps de vraiment comprendre, de regarder la technologie, et donc s'arrêtent en fait à des idées reçues et les relaient. Et ce qui est dangereux, c'est qu'ils vont ensuite construire des régulations basées sur une mauvaise compréhension. Je pense qu'il y ait des lois, qu'on régule, tout ça, c'est complètement normal. Par contre, si on le fait, si ce sont des gens qui ne comprennent pas de quoi ils parlent, qui doivent réguler, là, c'est la catastrophe. Et donc, je ne peux que regretter cette situation. Parce que tu parlais de situation adverse quand tu t'es lancé. Là,
quand on lit l'interview de Nicolas Terry dans la Croix ces derniers jours, qui nous dit si vous aimez le blanchiment, la criminalité, l'anonymat, vous allez adorer les crypto-monnaies. Alors là, lui, je ne comprends pas à quel point on peut être bête. Quelqu'un d'aussi intelligent, je me dis, est-ce qu'il fait exprès d'être con? Parce que pour dire une énormité pareille, c'est qu'on n'a pas travaillé son sujet. On est dans l'idéologie. Je suis prêt à discuter de tout, de débattre, d'entendre des choses. Mais dire un truc pareil à notre époque, je ne comprends pas même pourquoi il prend la peine d'en parler. Les banques, ça a dû être une galère sans nom quand tu leur as annoncé que tu allais bosser quand tu montes ta boîte et que... Alors oui, ça a été très difficile et on a reçu, je les avais encadrés en fait dans le bureau de Ledger, dans mon bureau, enfin dans mon open space, les lettres de refus et de fermeture des comptes. À partir du moment où on a évolué notre business vers le Bitcoin, parce que la maison du Bitcoin, en fait, l'entreprise elle-même était de 2010, puisque je n'avais pas vendu ma boîte, mais le fonds de commerce, donc j'ai gardé la même entreprise, j'ai gardé les mêmes relations bancaires, et on a évolué, on a fait la maison du Bitcoin, on n'avait pas trop parlé, parce qu'on savait que ça allait être compliqué, mais à un moment, ça s'est su, et là, tous nos comptes en banque ont été fermés par tous les acteurs bancaires, ils nous envoyaient les lettres, impossible d'ouvrir des comptes. Et en fait, on s'est retrouvé à la banque postale, à la Poste. D'accord. Parce que c'était la seule banque, finalement, qui ouvrait des comptes comme ça. Et après, petit à petit, avec Ledger, on a commencé à gagner une forme de respectabilité parce qu'on ne faisait pas du Bitcoin, mais parce qu'on faisait du hardware. C'est terrible. Et donc là, on a commencé à être bancarisé. Et ensuite, on a aussi fait beaucoup de travail avec les banques. Et aujourd'hui, CoinHouse a des banques, Ledger a des banques. Je travaille moi-même avec des banques qui m'autorisent à vendre des cryptos et à faire des transferts sur mon propre compte. Donc, et j'ai fait beaucoup d'éducation. J'ai passé beaucoup de temps avec des banquiers pour leur expliquer, leur dire, attendez, voilà, c'est là, ça existe, vous devez évoluer et comprenez. Et donc, faire de l'éducation et leur expliquer telle ou telle chose, comment ça marche, et après faire évoluer aussi tout ce qui est le risque, la compliance, pour qu'ils aient les moyens de comprendre de quoi on parle. Et ça a porté ses fruits, parce qu'à la fin, on a quand même réussi à travailler avec des banquiers. Et c'est pas... Au début, moi, je pensais que les banquiers, ils réagissaient comme ça parce qu'ils pensaient que le Bitcoin, en fait, était une compétition, allait pouvoir, en fait, tuer les banques et tout. Et en fait, pas du tout. C'est juste qu'ils n'avaient rien compris et par défaut, en fait, ils avaient peur. Et comme ils ne comprennent pas, ils coupent. Voilà, parce qu'ils disent, ce truc, c'est Vader Retro Satanas. Donc, c'était même pas, en fait... C'était de l'incompétence, en réalité. C'était même pas de la stratégie, en disant, allez, on va tuer toutes les boîtes qui font l'innovation dans le Bitcoin, comme ça, on va tordre le cou au Bitcoin et on va continuer notre dominance financière centralisée. Non, pas du tout. C'est juste de l'incompétence et un régulateur, finalement, dès qu'il voit un changement, il n'a aucun intérêt à l'accepter. Et c'est difficile, en fait, de faire comprendre à quelqu'un qui est payé pour ne pas le comprendre, quoi. Donc, ça a été effectivement dur et on a bien ramé. Mais maintenant, ça va quand même beaucoup mieux, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire, parce qu'aujourd'hui, une boîte qui se lance, dans la crypto, qui ouvre un compte en banque, l'intérêt à trouver les bons partenaires. Sinon, pareil, elle n'arrivera pas à ouvrir de compte. Ça nous amène, tu nous fais la transition avec le point 3. Si Hélène, tu peux repasser les slides. Je vous rappelle qu'il faut trouver les 2 propositions fausses dans les 5 propositions que vous allez voir à l'écran. La proposition 3, c'est alors je vais la lire, tu as caché à la Maïf, caché entre guillemets, qu'ils investissaient dans les cryptos. Je crois que la Maïf investit dans Ledger. Alors, on est en 2017, c'est le second tour, fin 2016, fin 2016, on a besoin de refinancer Ledger parce que ça coûte beaucoup d'argent et puis ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, on n'arrive pas à faire des ventes, on a du mal à faire décoller le business, on fait 20 000 € par mois de revenus, enfin, c'est absolument ridicule. Et on a besoin d'argent. Donc, on fait le tour de tous les fonds, je me prends 50 refus, et à un moment, je croise la Maïf, et je m'aperçois qu'ils s'intéressent à la blockchain, mais pas au Bitcoin. C'était 2016, c'était la grande époque de la blockchain pour les entreprises, de l'idéation blockchain, enfin des trucs complètement absurdes. Mais je vois que ça les intéresse, donc moi je m'engouffre là-dedans, je transforme Ledger en boîte d'idéation blockchain pour les entreprises, pour leur aider à transformer leur métier d'assureur dans le futur, blablabla, un énorme tas de fumier, ouais, à choisir. Et donc, en fait, je dis ce qu'ils ont envie d'entendre. Et tout ce que je dis résonne, parce que bon, c'est pas non plus complètement n'importe quoi, mais c'est pas la vision de Ledger. Ils investissent, ils mettent 2 millions, ils lead le tour.
Et derrière, il y a d'autres. Au final, on arrive à avoir 7 millions. Parce que le plus dur, c'est de trouver un lead. Mais une fois qu'on l'avait, on a pu mettre du monde autour. Arrive 2000, donc ils font le deal. Arrive 2017, le Bitcoin décolle. On passe de 50 000 euros par mois à 50 000 euros par jour de revenus. C'est la folie. Premier board avec eux. On leur dit voilà, on a fait 1,5 million de revenus, c'est dingue. Bientôt, on en fera 5 millions. La boîte vaudra 1 milliard, c'est la folie. Et eux, ils sont terrorisés. Ils nous disent attendez, qu'est-ce que c'est que le Bitcoin, tout ça, qu'est-ce que vous faites? Alors je dis ah ouais, oui, en fait, on avait un petit side project où on n'a pas trop parlé parce qu'on ne voulait pas vous embêter avec ça, mais il s'avère que ça marche très bien. Et là, ils me disent bon, votre boîte marche super bien, on vous en veut pas, c'est pas de votre faute, mais pour nous, c'est pas possible, quoi. Alors qu'ils savaient qu'ils allaient gagner sans doute pas mal d'argent en Oui, restant. et en fait, parce que le Maïf ne voulait absolument pas être associé au Bitcoin, à la crypto. Et donc, on leur a fait une proposition. Ils disent ok, vous avez mis 2 millions pour acheter les actions de Ledger. Ce que vous avez acheté pour 2 millions, on vous les rachète pour 4 millions maintenant. Mais par contre, vous comprenez bien que ça vaudra plus. Parce dans la loi, il y a le dol, on ne peut pas faire des trucs comme ça, mentir. Donc, on leur a dit. Et ils ont dit oui. Donc, ils sont sortis à 4. Aujourd'hui, ces 2 millions, ils valent 70 millions. Donc, ils ont fait à la fois une très, très bonne affaire sur le coup, parce qu'en quelques mois, ils ont doublé leur investissement. Mais sur le long terme, ils sont perdants. Mais ils sont droits dans leurs bottes. Ils utilisent en fait le cas Ledger pour expliquer que Maïf a une éthique, Maïf Avenir le font, et que pour eux, ils ne sont pas prêts à trahir leur éthique pour le profit. Donc, c'est bien la preuve qu'ils ont une éthique. Eric, quand tu accumules comme ça les réactions que tu as pu avoir de personnes qui te disent le Bitcoin, ça ne va pas marcher, le Bitcoin, ça sert à faire des choses pas très louables, nous, on ne veut pas être associé au Bitcoin, il n'y a pas un moment où tu te dis, un peu comme au poker, quand on ne sait pas qui est le pigeon, c'est souvent qu'on l'est, là, c'est de se dire, si tout le monde pense que le Bitcoin, ça ne fonctionne pas, c'est peut-être moi qui me trompe. Non, jamais. En fait, plus on me disait ça, alors plus j'ai essayé d'expliquer. À chaque fois, j'ai essayé toujours d'expliquer, d'arbitrer, d'argumenter. Mais il y en a, ils ne veulent pas comprendre, en fait. Et c'est souvent des personnes d'un certain âge ou d'une certaine formation qui ont été formatées d'un point de vue intellectuel de manière incompatible avec ce que représente le Bitcoin et sa nouveauté à tous les points de vue, à la fois économique et technologique. Je dis, bon, ils ne comprennent pas, ce n'est pas de ma faute. Mais moi, je n'ai jamais douté. Jamais. Même qu'on me disait, c'est du Ponzi et machin, et on compare ça avec des cigarettes en prison. Enfin, on a sorti des trucs pas possibles, des économistes de premier plan qui me sortent des trucs mais débiles. Je me dis, mais c'est pas vrai, quoi. Et non, j'ai jamais douté. Je savais que c'était difficile et on en a bavé. Et Ledger, ça n'a pas été simple, mais à la fin, voilà, on a fini par réussir. Parce que, pour moi, toujours été très clair que le Bitcoin représentait l'avenir. La communauté est convaincue, Romain? Oui, on a énormément de questions justement sur Ledger. On a une question de JB14 qu'on gardera peut-être pour plus tard, mais qui dit la vision du Web3 d'Eric pourrait être intéressante à développer. Donc, Non, allons-y. Allons-y maintenant alors. Oui, alors le Web3, j'y crois. Voilà, c'est un bon ça rime. Pas mal comme slogan. Mais par exemple, le métaverse, pas du tout. Voilà, en fait, c'est pas parce que tous les mots sont à la mode que j'y vais. Pour moi, le Web3 représente finalement la décentralisation de la gouvernance et de remettre l'utilisateur au cœur vraiment des priorités, en lui donnant en fait une partie des revenus, une partie de la gouvernance, de lui donner les droits de vote. Et ça, c'est un paradigme extrêmement intéressant qui permet de redéfinir et de reconstruire tout un tas de business models avec l'utilisateur vraiment au cœur des priorités. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est un vrai changement, en fait, une vraie rupture. Et donc, j'attends avec... Le Web3 a un peu explosé. En 2021, c'était la folie. Puis 2022, c'est tombé. Et ça a été un arrêt brutal de tous les projets. Pour autant, je pense que tout le monde a continué de bosser. Tout le monde continue de sortir des choses. Et je suis persuadé qu'il va y avoir un retour du Web3 en 2024. Et qu'on n'a vu que le début. Et moi, je suis extrêmement... autant toutes les cryptos, les machins, les altcoins, j'ai toujours été assez Bitcoin. Donc, je ne suis pas un maximaliste dans le sens où il n'y a que le Bitcoin qui doit exister et le reste, non. Par contre, j'ai toujours fait très attention aux autres projets crypto, les machins, je toujours les doucement. Par contre, le Web3, le principe même du Web3, là, j'y crois. Et donc, je pense que ça commence par le jeu.
comme Sorare ou d'autres choses. Ça commence par ensuite la tokenisation, peut-être, par exemple, des athlètes, des artistes qui vont pouvoir monétiser, les musiciens qui vont pouvoir monétiser leur catalogue. Et on va pouvoir acheter finalement des fractions de personnes, de produits, et ça va se développer à plein d'autres choses. Et donc, je vois un boulevard, en tout cas, pour le Web3 dans le futur. Et je suis ouais, ça, j'y crois à fond, quoi. Tu investis dans des projets Web3? J'ai investi dans des projets Web3, alors pas beaucoup, parce que je suis extrêmement exposé déjà à la crypto en général, de par toutes les boîtes que j'ai et aussi les cryptos que je possède. Donc, j'ai essayé quand même de faire des allocations de capital dans d'autres secteurs. Donc, je ne suis certainement pas le business angel le plus actif en France dans le Web3. Je t'ai pas demandé, au fait, tout à l'heure, tu m'as parlé de ton hôtel. On peut payer sa chambre en Bitcoin Non. chez Non, Dodo? non, parce qu'en fait, à un moment, on l'avait mis, mais au final, non, ça marche pas. Enfin, Ok. les gens sont pas encore prêts pour ça. C'était une petite question pour amorcer tout ça, mais est-ce qu'il y en a des plus intéressantes, Romain, sur le chat? Ils sont bien J'imagine. réveillés sur le chat. Question de GG83VAR. Ledger en 2014, est-ce que c'était déjà le but de sécuriser des clés privées à l'époque? De Ledger? Ouais. Ah bah, la vision de Ledger, à l'époque, est la même qu'aujourd'hui. Et le deck de levée du seed de Ledger de 2014, c'est le même que celui de la série C de Ledger à plus d'1 milliard. On n'a pas bougé la vision, on dit exactement la même chose. Alors, on a peut-être évolué dans les produits, dans un certain nombre de points, mais on a toujours eu cette vision de l'infrastructure, de la sécurisation des clés privées, et que c'est à l'utilisateur, en fait, au point d'accès, de gérer son identité. Et on a toujours parti de là, on a ça au cœur, et au-dessus, on rajoute des services. Il y a le Ledger Live, et ensuite la possibilité de faire du staking, de faire du trading, de faire tout un tas de choses grâce et avec son Ledger. Et donc, on rajoute en fait des couches business autour de cela. Mais la vision est la même, et ça n'a absolument pas bougé. Et si on veut les faire ailleurs, d'ailleurs, on n'a pas de Et on problème peut, bien pour sûr, ça. chacun a le droit, il fait ce qu'il veut, on ne lock pas l'utilisateur, pas du tout, au contraire. Cette vision du 100 milliards, je l'ai déjà croisée en lisant des articles ou des interviews de Pascal Gauthier, Oui. je pense. Comment on peut avoir cette conviction qu'une boîte aujourd'hui déjà énorme qui pèse 1 milliard pour un jour en valoir 100, quels sont les éléments qui vous font penser ça? Bah, c'est très simple. C'est que si on part du principe que le Bitcoin, la crypto, le Web3, d'une manière générale, va jouer un rôle de premier plan dans toute l'économie et dans tous les systèmes, et qu'à un moment, le système financier centralisé actuel va être remplacé par un nouveau back-office plus décentralisé, que les business models centralisés vont être remplacés, en tout cas on va ajouter des business models décentralisés, on va avoir un besoin d'infrastructure énorme sur la gestion des clés privées et des identités. Et Ledger va représenter cette infrastructure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ledger est un leader mondial incontesté de cette infrastructure et va continuer à l'être. Donc, on n'a absolument aucun mal à imaginer qu'un jour, Ledger, de par son importance stratégique et technologique et le fait que Ledger soit partout, dès qu'on a besoin d'accéder à une application de type Web3 ou financière décentralisée, que la boîte puisse valoir 100 milliards. Il y a un énorme défi d'exécution, il y a un énorme défi d'adoption, il y a un énorme défi de faire en sorte que nos produits puissent être utilisés par monsieur et madame tout le monde. Donc, ça ne va pas être simple en exécution. Par contre, écrire cette vision et y croire, pour moi, c'est une évidence. Défi aussi pour les produire, ça nous amène à la question du numéro 4. Ledger, c'est basé à Vierzon, en tout cas la partie production. Oui, la partie production industrielle, oui, tout à fait. Et l'usine, elle est rue Marc. Rue Marc Larchevêque, c'est mon arrière-grand-père, qui avait créé une usine de porcelaine à Vierzon. Et cette usine, dans les années 80, a été détruite parce que ça a périclité. Et je me rappelle, c'était passé de mon arrière-grand-père à mon grand-père, à mon père, et j'étais un peu l'héritier. Et tout ça devait être à moi. Et en fait, ça s'est complètement cassé la figure. Et après une centaine d'années, l'usine a fermé, a été dynamitée, on a rasé le truc. Et je suis revenu un jour par hasard à Vierzon, et Ledger, etc. Et puis à un moment, il a fallu mettre une usine. Et je dis, on va la mettre à Vierzon, on va la mettre à la place de l'ancienne usine familiale, rue Marc Larchevêque.
Et boum, j'ai contribué à réindustrialiser la ville de cette manière et on a réécrit en fait une nouvelle histoire au sein de Vierzon et ça c'est très sympa. Ce qui m'a semblé dingue, moi, quand j'ai creusé un petit peu, je connais assez peu Vierzon, mes parents m'y C'est emmenaient, normal. s'y arrêtaient à mi-chemin sur la route de la Bretagne pour faire un petit changement de voiture, où je te raconte ma vie. Mais en revanche, ce qui m'a surpris quand j'ai creusé tout ça, c'est de découvrir qu'à peu près au même moment où toi, tu travaillais sur la maison du Bitcoin, il y avait une autre entreprise qui faisait de la livraison de Bitcoin, c'est ça, Oui, qui était à Vierzon. Et c'est comme ça que Ledger s'est retourné à Vierzon. C'est qu'un jour, je croise Joël Pobeda à la maison du Bitcoin, qui a créé Chronocoin, qui envoie des Bitcoins par la poste. Et donc, il envoyait des clés USB et il est de Vierzon. Et la coïncidence ne s'arrête pas là, puisque alors déjà, des boîtes de Bitcoin, il n'y en a pas beaucoup. Alors, et en plus, à Vierzon, là, c'était dingue. Et il me dit, mais je te connais, Eric, j'ai des photos de toi dans ma cave. Ah, je dis, oula, attention, est-ce que c'est le moment de je m'éclipse? Je dis, mais comment ça, tu as des photos de moi dans ma cave? Il me dit, bah ouais, j'ai des photos de toi, de la famille, des archives, de la famille L'Archevêque. Je dis, attends, pourquoi tu as des trucs de ma famille dans ta cave? Qu'est-ce que tu me racontes? Et en discutant, je m'aperçois que Joël, lorsqu'il est venu à Vierzon, il a acheté une maison, il a acheté la maison familiale L'Archevêque. Ah ouais. Et il habitait chez moi, ce con. Alors donc, c'était la coïncidence incroyable. Et donc, ça a commencé comme ça. Après, on a croisé une autre boîte qui mettait chip Nicolas Baca, qui faisait de la carte à puce. Ils ont utilisé cette carte à puce pour remplacer la clé USB pour mettre les clés privées pour Chronocoin. Ils ont commencé à bosser. Moi, j'ai vu qu'il se passait un truc. Je me dis, allez, allez, j'ai réuni tout le monde. Et on s'est réunis, en fait, un après-midi de juillet 2014 à la maison du Bitcoin. On s'est mis d'accord en 2 heures. On dit, allez, on fusionne les 3 boîtes. On va s'appeler Ledger. On va créer le leader mondial des solutions de sécurité pour cryptoactifs. Boum. Et voilà, c'était parti comme ça. Depuis Vierzon, je ne sais pas s'il y a dans le chat des habitants du centre. C'est dans le Cher? Dans le Cher, oui, tout à fait, exactement. Est-ce qu'il y a des questions, Romain, à ce stade? Oui, j'en ai de nature très différente, mais toujours du côté de Ledger. J'ai Usul Le Fremen qui demande si Ledger a des protections vis-à-vis de la technologie Tempest. C'est une technologie, je crois, de la NASA, je ne veux pas dire de bêtises, de la NSA, pardon, qui en gros se base sur l'observation des émissions des appareils. Oui, sur les émissions électromagnétiques Exactement. et ce qu'on appelle les signaux faibles, hein, donc, ou signaux cachés. Donc, bien sûr que Ledger a des protections contre ce type d'attaque. Alors, je vais donner un exemple très précis pour ceux qui ne comprennent pas, ils disent mais de quoi il parle. En fait, si vous avez un dispositif Ledger, vous savez que quand vous mettez votre PIN, il faut donc appuyer sur des boutons pour faire tourner une molette virtuelle. C'est le truc que je préfère, à titre personnel. Bon, et vous avez dû vous apercevoir que c'est aléatoire, c'est-à-dire que c'est pas, on commence pas à 0000. Et donc, en fait, il y a pourquoi est-ce qu'on a en fait mis de manière aléatoire? C'est parce que on voulait justement faire face à une attaque de signaux cachés type Tempest. Imagine, quelqu'un met un micro, il écoute, en fait, il pirate ton ordinateur. 3 clics, 2 clics. Voilà, 3 clics, en fait, il sait clic gauche, clic droite, ça n'a pas la même signature audio, et clac, 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 il en déduit le code. Voilà. Okay. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Et évidemment, il existe d'autres types d'attaques beaucoup plus compliquées en mesurant la consommation du chip, etc., l'émission électromagnétique. Et on a, en fait, chez Ledger, une entité qui s'appelle le Donjon, où personne ne peut accéder, même moi je ne pouvais même pas y accéder, il n'y a que à l'intérieur des hackers, qui sont parmi les meilleurs hackers du monde, en hardware, en software, et ils passent leur temps à essayer de défoncer le produit, ainsi que ceux des concurrents, bien sûr. Et dès qu'ils trouvent des failles, eh bien, hop, on va les corriger. Et le meilleur moyen, en fait, de voir qu'on est capable de répondre à toutes ces attaques, c'est d'attaquer nous-mêmes. Et ils ont du matos de malade, hein. Ils ont des trucs qui font des attaques laser. En fait, ils ouvrent le chip, ils le décapent et ils font glitcher le chip en envoyant des photons à tel endroit pour le mettre en PLS. Et des fois, quand il se retrouve comme ça, il redémarre dans un mode où il croit qu'il a déjà eu PIN. Et donc, tout ça, en fait, on se bat contre ce genre de choses, ce qui fait que faire une attaque sur un device Ledger en ayant physiquement coûterait une fortune et serait extrêmement compliqué. On essaie de rendre ça le plus cher possible pour le rendre pas du tout pratique. Et parce qu'on utilise un élément sécurisé, cette fameuse carte à puce, fabriquée par ST Microélectronique. Et c'est ça l'exception française. Et c'est cette raison pour laquelle Ledger est unique au monde. Si on prend Trésor, en fait, le truc est très sympa, il est open source, mais les chips qu'ils ont à l'intérieur, c'est les mêmes qu'on trouve dans les grille-pains. Et on prend le machin, on donne un trésor au donjon, en 5 minutes, il le vide.
parce qu'ils sont capables justement de glitcher, de récupérer à l'axe le PIN, de vider de récupérer les clés privées. Et donc, Mais moi, je t'écoute de manière complètement passive là-dessus parce que je n'ai pas le background technique. Toi, tu es ingénieur en microélectronique. Et en fait, on est obligé de vous croire finalement. Il y a une partie techno qui est du très concret. Et puis, il y a aussi comment on fait passer le message. Pour moi, Trésor ou Ledger, c'était jusqu'à oui, ce que mais ça, le même niveau de tout sécurité. à fait, parce que c'est compliqué d'expliquer la différence de sécurité. Et puis après, on rentre dans des batailles de clochers en disant oui, mais machin, et ça c'est open source, ça c'est pas open source. Et donc après, effectivement, la bataille de l'adoption, elle va pas se jouer là, elle va se jouer plutôt sur la marque, sur ce qu'inspire la marque. On rentre plus dans un process type Apple que vraiment Microsoft technique. Et c'est ça l'enjeu en fait de l'adoption dans le futur. C'est pour ça qu'on a recruté Yann Rogers de LVMH qui est arrivé en Chief Experience Officer pour apporter un peu la coolitude et créer une marque qui soit de niveau mondial, qui permette vraiment de définir un objet de tous les jours comme étant un objet super sympa avec de nouvelles interfaces. C'est pour ça qu'on a travaillé sur le Stax pour essayer de faire une évolution des interfaces. Et Le Stax, c'est le nouveau modèle que vous avez sans doute vu passer. ouais, tout à fait. Beaucoup plus user-friendly. Voilà, c'est beaucoup plus user-friendly à tous les niveaux. Ça a eu un design justement pour aller vers une meilleure adoption. Et après, on essaie que Ledger soit dans la culture populaire. Peut-être vous avez vu il n'y a pas longtemps Snoop Doggy Dogg qui avait son Ledger en or. Exactement. Donc voilà, on essaie quand même de placer, de faire en sorte que Ledger soit dans la culture populaire. Et bon, évidemment, ça ne suffit pas, il n'y a pas que ça, mais c'est aussi important. Si on veut passer, ce n'est pas les 2-3 millions qui comptent de clients, de prochains clients, c'est les 100 millions. Et pour ça, on doit passer à un autre niveau en termes d'adoption. C'est vrai que le donjon, c'est une image qui porte aussi quand on se pose la question de la sécurité, cette mécanique-là, se dire qu'on ne peut pas y rentrer. J'imagine que ça ne change pas énormément de choses, mais d'un point de vue marketing, non, c'est fort. Et puis derrière, c'est réel surtout. Ce n'est pas juste un gimmick marketing. Romain, d'autres questions, j'imagine. Oui, alors de l'émotion d'abord avec Bitload qui nous dit « Incroyable, j'ai fait mon stage de 3e chez ST Micro. » Oui. Donc voilà, petite dédicace. On a JB14 qui demande « Ledger avait dans les tuyaux l'identité numérique décentralisée qui validerait son identité, le permis de conduire, la carte de sécurité sociale. Où en est-on aujourd'hui ?» Alors ça, c'est un sujet compliqué, l'identité décentralisée. Et là, ce n'est pas un problème technique, parce qu'on est tout à fait capable de gérer d'un point de vue technologique la gestion des clés privées et de lui dire en fait, ce n'est pas juste pour signer pour tes bitcoins, mais pour représenter ton identité civile. Là, on est plus dans une problématique, on va dire, légale, gouvernementale. Et là, il y a 25 000 boîtes qui sont là-dessus, qui essayent toutes de mettre en place leur propre protocole. Là, c'est un nid à emmerde. Et donc, bon, nous, en fait, on ne compte pas là-dessus. On pense que l'identité, la souveraineté au niveau de l'identité, elle va se faire par le Web3, par ce qu'on a, ce qu'on possède, etc., dans différentes applications. Et si un jour, on peut rajouter son identité civile, tant mieux. Mais ce n'est pas ce qu'on va aller chercher en premier, parce que de toute façon, ce n'est pas nous qui allons pouvoir mettre d'accord tous les gouvernements européens sur un protocole et un machin. Et ça, c'est super casse-gueule. Donc, on ne va pas aller s'envoyer en l'air sur l'identité numérique. C'est pas possible. Réponse très claire. Je n'ai pas beaucoup de visibilité sur l'heure, mais ça y est, je viens de l'avoir. J'ai promis à Eric qu'on te lâchait à 19h30. Je crois que tu as un emploi du temps très serré. Il faut quand même au moins que je vous amène vers la 5e proposition. Après, on prendra sur le temps qui nous reste les questions. Qui elle est vraie, bien sûr, comme les 4 précédentes. On parlait de Vierzon tout à l'heure. J'imagine que c'est quand même peut-être un peu difficile de faire venir certains profils à Vierzon. Il faut qu'ils connaissent l'endroit, etc. Tu dois avoir plein d'arguments pour les faire venir. Et Ledger doit avoir plein d'arguments pour les faire venir. Mais il y en a un autre. Il y a une école sur place maintenant. C'est toi qui l'as cofondée. J'ai cofondé avec Franck Janin. C'est AlgoSup, une école du logiciel. Ouais. Une école qui, si j'ai bien fait mes devoirs, essaye de diversifier notamment les profils d'entrée, et notamment en changeant un petit peu le processus de recrutement, c'est ça ? Tout à fait. Il y a un jeu vidéo Alors oui, en fait, le recrutement, la première étape du recrutement, si on a envie d'aller dans l'école, ça se dessine à toute personne qui va avoir le bac, qui a un bac +2, ça va être de jouer à un jeu vidéo.
Et ce jeu vidéo, à la toute fin, c'est toi le boss. Ouais. Et il faut t'abattre, quoi. Il faut m'abattre, il faut me défoncer. Voilà. Et si tu défonces le boss, moi, tu auras le droit de passer à l'étape suivante. Bon, c'est parfait. On a, on a passé les 5 propositions. Donc, est-ce que, Hélène, tu les as envoyées à l'écran? Est-ce qu'on peut juste refaire un point? On va vous faire voter et après, on va reprendre des questions parce que je sais qu'il y en a plein sur le chat et je vois que Romain boue. Allez, on refait juste une repasse. C'est maintenant. Vous choisissez les 2 propositions fausses parmi ces 5 propositions. Donc, ta première boîte financée en faisant du journalisme et notamment autour des essuie-glaces. Aucun business plan pour la maison du Bitcoin, bravo. La Maïf, on ne leur a pas tout dit sur leur investissement, mais ils ne t'en veulent pas. L'usine de Ledger, rue Marc Larchevêque, ça tombe quand même pas mal. Et puis le boss de fin du jeu vidéo qu'il faut terminer pour avoir ses chances pour entrer à Algosu. Voilà. On vous laisse choisir D et E, A et D, D et E, petit côté Xavier Niel. C'est pas du tout une réponse, Usul, ou alors elle est codée. Voilà, on vous laisse encore. Je suis un mouton, D et E. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on se laisse encore quelques secondes et pendant ce temps, Romain, il nous reste 6 minutes. On va pouvoir se prendre quelques questions. Yes. Super. Je précise quand même à tous ceux qui participent et qui prennent le temps d'envoyer du coup les réponses que les résultats seront annoncés sur le Discord. Donc, il faut bien rejoindre le Discord de 20 Mint pour recevoir ou non son NFT de Éric Larchevêque. Venez nous voir, parce que sinon, on n'arrive pas à vous retoucher. Ce n'est pas pour faire du chiffre sur Discord, hein, on n'a pas d'intérêt spécifique à ça, mais sinon, on n'arrive pas à vous retrouver. Et c'est la galère pour vous envoyer ce fameux NFT. Bref. J'ai une dernière question sur Ledger, j'en ai d'autres ensuite, mais Maître Corot qui demande quelle est la prochaine innovation de Ledger? J'ai entendu parler d'un futur outil pour léguer ses crypto-actifs. Oui, c'est plus dans la gestion de la seed, en fait, du backup, c'est-à-dire les 24 mots, parce que c'est un vrai problème de savoir où est-ce que je les mets, comment je les conserve. Enfin bon, il y a des solutions, des plaques de métal, des machins. Et bon, là, en fait, c'est un service qui va permettre, donc, qui est un minimum centralisé, hein, parce que là, on n'a pas le choix, de confier en fait sa seed à Ledger et d'autres acteurs et qui vont gérer toute la partie de transmission, notamment en cas de décès. Alors évidemment, c'est très sécurisé, c'est morcelé, et puis il y a toute une gestion qui fait qu'on ne peut pas recoller les morceaux. Il y a des vérifications d'identité. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quelque chose qui est effectivement en cours de développement chez Ledger sur le sujet, parce que c'est un des grands pain points de l'adoption, de gérer justement cette seed. Et c'est vrai que quand on ouvre sa petite boîte, il y a les 3 exemplaires, on les remplit, on ne sait pas trop où les mettre, on se dit où est-ce que je vais les mettre. Et puis, c'est un vrai sujet. À qui on le transmet, etc. C'était la dernière question. Non, j'en ai. Oh là là, j'en ai plein les poches. Arnaud Boulle demande, est-ce que vous êtes en contact avec des acteurs du Web3 tels que Ternoa ou Tezos? Alors, Tezos, oui. Ternoa, je ne suis pas sûr. On a beaucoup de fans de Ternoa chez nous. Donc, en fait, je ne suis pas à tous les derniers projets, tous les derniers trucs. Donc, je suis plus sur le bleeding edge en fait, du Web3 et des projets. Donc, je vais sûrement en décevoir certains. Et si je ne suis pas ce projet, ce n'est pas parce que ça ne m'intéresse pas. C'est juste que je n'ai pas le temps de tout regarder. Je n'ai pas fait tous mes devoirs en Web3 ces derniers mois. En revanche, je pense que tu peux répondre à la question d'Usul. 30 mètres, ça fait pile 666 Ledger mis bout à bout. Il doute que ce soit une coïncidence. Nous sachons. GG83 VAR, encore lui, demande des conseils pour stocker sa seed et sa passphrase, par exemple pour éviter la perte, le vol, les agressions physiques, il me la donne, il me l'envoie. Perte de mémoire. Oui, alors non, surtout pas la donner, surtout pas l'envoyer, parce qu'en fait, tous les gens qui se font piquer leur crypto, c'est parce qu'ils donnent à un moment leurs 24 mots. Donc ça aussi, c'est un problème d'éducation. On n'arrête pas de dire tout le temps à tout le monde, de noter partout. Ne donnez jamais vos 24 mots. Et je le répète, ne donnez jamais vos 24 mots à qui que ce soit, même s'il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi avec un deepfake, etc. Surtout, jamais, ni à votre sœur, votre maman, pas votre belle-mère, personne. Voilà. Et les conseils, c'est, je pense, de les mettre sur des plaques de métal. Il y a des solutions comme ça, c'est quand même beaucoup plus durable parce que le papier, le stylo, en fait, ça peut s'effacer avec le temps. Donc ça, c'est dramatique. Ça résiste aux incendies. Et puis, le mieux, c'est de le mettre en fait, dans un coffre d'une banque. Comme ça, vous continuez de donner un peu de business aux banques. Hein. Les pauvres, à un moment, elles n'auront plus rien. Ouais, on a dit du mal. Voilà, donc aidez les banques, mettez vos seeds dans les coffres forts des banques françaises. Le bon conseil. Romain me fait signe qu'il n'y a plus de temps, mais il nous reste quand même
3 petites minutes. On va bien prendre une dernière petite question. Est-ce que... Je remonte un tout petit peu parce que du coup, j'ai fait du tri. Ah bah voilà, on c'était était un peu trop le- dur sur les questions. c'était Est-ce un peu le- que à l'issue de cette heure ensemble, on t'a convaincu de rejoindre cette communauté? Bah, écoute, en tout cas, je vois qu'elle a l'air très dynamique, elle pose plein de bonnes questions. Ah, Et donc, ça a l'air très sympa ici. Donc, ouais, bien sûr, Ouais. je pourrais m'y attarder. il faut venir nous voir, tu n'es pas obligé d'acheter une machine. Il faut venir nous voir sur le Discord. Et puis à toutes les personnes qui font leur premier passage aujourd'hui, parce que j'ai vu des noms que j'avais encore jamais vus, et je trouve ça vraiment très sympa. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines émissions, et puis aussi pour découvrir un petit peu cette aventure collaborative. Nous, notre idée, c'est un peu de faire la même chose à notre petite échelle que ce que tu as fait avec la Maison du Bitcoin, c'est-à-dire de transmettre, Ouais, de c'est important de convaincre, transmettre, d'expliquer. convaincre, expliquer, prendre le temps et le faire, tout ça dans la bonne humeur et en passant un bon moment. Moi, j'en ai passé un excellent avec toi. Je suis De même. vraiment super content d'avoir eu cet échange. Je crois que la communauté aussi. Romain, est-ce qu'il y a un mot de la fin? Piège, donc, mais elle est pas méchante. C'est On un finit avis dessus. sur Satoshi, nous demande GG83VAR, un autre portefeuille physique pour crypto-monnaie. Ah. Satoshi? Satoshi. Ah, Satoshi, je ne connais pas. Ah bah voilà. Mais Voilà. je ne sais pas, mais il faudra le donner au donjon et peut-être qu'ils vont le défoncer. Ils aiment bien au petit déjeuner manger des Au wallets donjon. concurrents quand même. Hélène, à la réalisation, tout s'est bien Je connais passé. pas. J'ai le droit à un pouce levé, les amis, vous ne le voyez pas, mais c'est un pouce très franc. Donc, après ce petit faux départ et ces petits problèmes de son, on a été sur un sans faute. Donc, on vous donne rendez-vous à mardi prochain pour une nouvelle émission, toujours avec des doers du Web3. En l'occurrence, il y aura Jérémy Vauquier, je crois, qui est le fondateur d'Aliria, et puis Romain Verlhomme, qui est l'homme le plus éloquent du Web3. On vous expliquera ce que ça veut dire. J'ai contribué à son élection et je suis ravi de l'accueillir par ici. Et puis, on vous donne rendez-vous pour ceux qui ont une machine et celles qui ont une machine à écrire, une de ces petites machines à écrire NFT. Si vous ne savez pas ce que c'est que vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas. On vous donne rendez-vous sur Discord pour l'AMA, animé par Romain. Vous allez pouvoir poser toutes les questions sur le prochain numéro de 20 minutes et puis phosphorer avec nous sur ce qu'on va faire. Et moi, Eric, je te souhaite une très bonne soirée. Je te Merci beaucoup. rappelle que tu es Merci. ici chez toi. Tu as C'est très contribué sympa, à- très gentil. J'ai passé un très beau moment avec toi, avec tout le monde ici et puis vous tous derrière votre écran. Et si vous avez une question à poser à Eric pour un pitch, rappelez-vous ce qu'il vous a dit au tout début. Voilà, une c'est vidéo, vous l'envoyez, comme ça profitera à tout le monde. Exactement, Merci. et j'y réagirai. Merci à tous. Merci à bientôt. tous et à très vite.